Je m'appelle Antoine Chitungu Kongolo. J'ai 46 ans, si je ne me trompe pas. Euh, je suis né au Congo, plus exactement à Lubumbashi, chef-lieu de la région du Katanga, qui est connu dans ce monde, dans le monde pour à la fois pour ses richesses minières et ses tribulations politiques. Comme tout le monde, j'ai été à l'école primaire, secondaire, puis j'ai suivi un cursus universitaire dans ma ville, qui est un pôle universitaire important, je crois que ça mérite d'être souligné, qui avait d'ailleurs la particularité, donc le campus de Lubumbashi, au sein de l'UNASA, au moment où on a nationalisé les universités. Le système voulait qu'on regroupe les facultés. Et il y avait donc au moins 3 pôles, et le pôle de Lubumbashi, le campus de Lubumbashi, regroupait les sciences humaines, et notamment la faculté des lettres. Donc tous les professeurs qui étaient à Kinshasa, notamment, ont dû descendre à Lubumbashi. Donc les Mudimbe, toute cette première génération de professeurs congolais, Ngal, les Pius Ngandou, tout ce monde-là ont dû descendre à Lubumbashi comme professeurs, comme assistants, dans le cadre de la faculté des lettres. Lubumbashi et le Katanga, n'en déplaise à certains puristes, entre guillemets, c'est un véritable melting pot euro-africain. C'est-à-dire, on avait toutes les nationalités, la plupart des nationalités européennes et la plupart des tribus et des ethnies, comme on dit aujourd'hui, africaines, et notamment celles des pays voisins qui sont venus travailler dans le creuset de Tchanga-Tchanga, donc l'union minière du Haut-Katanga. Donc c'est un des plus formidables melting pot, sans oublier que nous sommes la ville où les Juifs sont venus, de Rhodes sont venus se réfugier. Et donc on avait par exemple la plus grande, le rabbin qui s'occupait des Juifs au sud du Sahara, était à Lubumbashi. Contrairement à ce qu'on raconte trop souvent, d'ailleurs en voulant absolutiser les choses, l'Europe ne nous était pas si inconnue que ça. Et pour cause, dans les écoles où nous étions, mais on avait les enfants européens qui étudiaient avec nous, avec qui on usait nos culottes sur les bancs, sur les bancs de l'école. Nos professeurs, pour la plupart, étaient des Belges, aussi bien des Wallons que des Flamands. Donc on connaissait déjà d'ailleurs quelque peu la problématique identitaire en Belgique. Les manuels scolaires du Congo étaient essentiellement imprimés, rédigés ici en Belgique. Donc on ne peut pas dire qu'on ne connaissait pas la Belgique, mais quant à dire si on rêvait de venir en Belgique, ça c'est une autre question. Je crois que les gens de ma génération, enfin je ne suis pas si vieux que ça, la Belgique n'était pas ne représentait pas pour nous quelque chose de mythique. Hein, on ne mythifiait pas la Belgique. Pour la bonne raison que les Belges avec qui on vivait là-bas, qui s'étaient africanisés, certains étaient nés là-bas, ils venaient même pas souvent en vacances en Belgique, ils allaient en Afrique du Sud, ils allaient, pour certains, rentrer en Belgique, c'était presque une punition, tellement ils s'étaient habitués à... Donc on ne mythifiait pas la Belgique. Qu'on était d'une manière ou d'une autre appelé à venir en Belgique, soit à passer par la Belgique. Il est vrai que le parcours de Congolais, on peut dire ce qu'on veut, les gens, d'une manière ou d'une autre, passaient par la Belgique, soit pour aller ailleurs, soit pour venir en mission, soit venir pour une fois. Donc, quelque part, on se disait, on ira en Belgique un jour. Je n'appréhendais pas une quelconque problématique d'adaptation au moment où je venais ici. Je m'interrogeais plutôt sur... je suis quand même arrivé ici dans des circonstances particulières. Quand je suis parti du Congo, j'ai travaillé avec des Belges dans le cadre de la coopération entre les associations culturelles, scientifiques congolaises et les Belges. Mon pays est entré dans une phase tumultueuse qui se poursuit d'ailleurs d'une certaine manière aujourd'hui encore.
Et quand j'ai quitté Lubumbashi, eh ben, quand j'étais à Lubumbashi au moment où je partais, il y a eu les pillages à Kinshasa. Le fameux septembre noir de 91, oui. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, il y avait eu pillage à Lubumbashi. Donc je partais avec un sentiment en me disant, le retour n'était pas certain. Le retour n'était pas certain parce que vraiment je voyais que les choses derrière moi prenaient une tournure tout à fait dramatique, que je n'allais pas pouvoir rentrer rapidement et je commençais à me dire qu'est-ce que j'allais faire. Je crois que j'ai quand même eu un peu de chance par rapport à d'autres qui sont venus ici, même s'il y avait ce contexte difficile, ce contexte qui me portait à m'interroger sur l'avenir de ce pays qu'on a encore aujourd'hui chez Vie et au Corps. Quand je suis arrivé, j'étais boursier et donc j'étais intégré dans une institution scientifique, les archives et musées de la littérature. Je suis tombé là au bon moment. Il y avait un gros projet auquel j'étais déjà attelé quand j'étais au Congo. Donc, j'ai travaillé à la constitution d'une banque de données sur les écrivains et les hommes de culture congolais au sein des archives et musées de la littérature. Donc, on prenait des photos, on récoltait les notices biobibliographiques, on récoltait les manuscrits des écrivains. Une œuvre qui s'est avérée utile parce que chez nous, on n'a pas un lieu de centralisation des archives. Donc, on a fait ce travail-là dans le cadre d'une convention de partenariat. Donc, j'avais des contacts avec les Belges et je discutais avec eux dans le cadre des conventions que nous avions âprement discuté, négocié, mis au point. Et j'ai représenté le Centre Wallonie-Bruxelles à Lubumbashi. J'étais leur délégué à Lubumbashi. Bon, je recevais les moyens qu'il me fallait pour fonctionner. Il y avait une grande bibliothèque qu'on a mis en place, mais il y avait surtout ce travail en faveur de la culture congolaise qui m'intéressait. Donc quand je suis arrivé en 91, il y avait papier blanc, encre noire, ce projet qui était en cours de réalisation et j'ai été intégré là-dedans et c'est comme ça que j'ai pu rester ici. Donc je ne suis pas passé nécessairement par les ruptures, les moments parfois très difficiles que vivent les migrants. Les séjours, quand vous arrivez, au début, il est quand même précaire. Hein? Il devient beaucoup plus permanent au bout d'un certain nombre d'années. Donc, vous voyez, donc, au début, on se demande toujours quand est-ce qu'on va rentrer. Enfin, il y avait la volonté de rentrer et puis on s'est rendu compte que le moment n'était toujours pas venu. Et on partage la vie des autres Congolais d'une certaine manière qui sont autour de nous. Mais je veux dire, quand je suis arrivé, et toutes les années qui ont suivi, donc j'avais un horaire, un bureau. J'étais dans une structure où je devais travailler et produire. Et voilà, donc j'ai un bureau, je suis dans une équipe. Tous les matins, je vais là-bas. Donc j'étais dans une vie, je dirais, normalisée quelque part. Quand je suis parti du Congo, j'étais déjà très connu d'ailleurs. Et beaucoup de gens que je connaissais là-bas, j'en ai retrouvé quelques-uns ici. Donc ça permettait à ceux qui ne me connaissaient pas de savoir quand même que j'avais tout un... Et on a dû se rendre compte que j'avais tout un passé derrière moi, hein, des productions. Oui, les jeunes issus de l'immigration, évidemment, ça c'est parfois décevant de se rendre compte à quel point... parfois on avait l'impression qu'ils ne se demandent même pas pourquoi ils sont là. Et on se demandait parfois si ils ne pensaient pas à couper tout lien symbolique avec le pays d'origine. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que j'ai constaté, j'ai remarqué avec beaucoup d'amertume que, à l'époque, hein, je parle quand même de l'époque, beaucoup des jeunes que je rencontrais, des gens parfois qui avaient même grandi un peu au Congo, mais qui sont venus ici, qui sont restés longtemps, a fortiori ceux qui étaient nés ici, ils ne connaissaient rien ou pas grand-chose des productions intellectuelles et artistiques congolaises.
Et ça, c'était vraiment une... vous lui parlez d'un Pilipili, il ne connaît pas. Vous lui parlez d'un Mudimbe, il ne connaît pas. Vous parlez d'un... Donc, ils avaient la vision du Belge moyen, hein, qui ne connaît pas grand-chose du Congo, avait du Congo. Donc, une sorte de désert culturel où tout ce qu'il y avait qui faisait parler du Congo, c'était les guerres, les turpitudes de Mobutu, l'événementiel avec tout le cortège des clichés qui l'accompagnent. C'était ça l'image que les Congolais d'ici avaient du Congo. Du moins, c'est l'impression que moi j'avais. Et ça me permettait quand même de comprendre une chose, c'est que j'avais toujours considéré quand j'étais au Congo que les gens qui étaient ici devaient jouer un rôle important dans la lutte politique. Parce qu'eux, ils vivent dans une société démocratique. Donc, ils peuvent aider. Mais je me suis rendu compte qu'ils étaient en fait en rupture avec le pays. Même si tu avais des partis avec leurs représentants. Mais vous savez que le discours de la politique au Congo, il est très réducteur, hein, très réductionniste, quoi. Mais en général, j'étais frustré de voir que des jeunes qui étaient ici n'avaient jamais mis les pieds, par exemple, au musée des Tervuren. Et j'ai eu l'occasion, ça c'est anecdotique, d'amener une dame avec moi et quelques amis belges. On se retrouvait au musée des Tervuren un samedi. Mais cette personne voulait jeter des hauts cris en voyant les masques et les statuettes. C'était en nous disant, mais ça c'est le diable. Donc tu vois, je me retrouvais projeté dans un univers que je ne comprenais pas. Les positionnements idéologiques, quand on est contre ou pour le régime Mobutu, ne doit pas empêcher de se mettre à l'écoute des productions artistiques, des productions littéraires et de l'évolution de la société. Hein, les évolutions souterraines de la société. Et je crois que nos amis qui se disaient progressistes commettaient l'erreur de prendre le Congo pour une table rase. Alors que sur le plan africain, moi, dans mon université de Lubumbashi, mais on a accueilli des gens comme Cheikh Anta Diop, qui ne sont pas les premiers venus. On avait des professeurs comme Mudimbe, qui n'est pas le premier venu. On avait le disciple de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga. Il était professeur à Lubumbashi. Donc même les grands courants, le professeur Laleye, un béninois qui a beaucoup contribué au débat sur la philosophie africaine. Donc toutes ces choses-là, apparemment, les Nigérians, mais ils venaient faire la médecine vétérinaire à Lubumbashi. Les cours étaient très bons et ça leur coûtait moins cher que d'aller à Londres. Donc vous voyez, mais ça ici, les Rwandais et les Burundais, la plupart, un très grand nombre ont fait des études chez nous au Congo, et notamment ceux qui étaient dans les sciences humaines, c'était à Lubumbashi. Donc je m'étonnais de voir que finalement, les gens qui étaient ici, je ne dis pas que c'était de la mauvaise foi, ils avaient une vision très... sous prétexte que le pays était dirigé par Mobutu, ce que je ne conteste pas. Mais ça ne voulait rien dire sur le champ culturel, littéraire, dans n'importe quel pays d'ailleurs. Tu ne vas pas me dire que parce que Bush fait des conneries que l'Amérique, c'est quand même un des pays où il y a le plus de savants, des scientifiques dans le monde. Donc on ne peut pas... la confusion entre les deux registres a été très, très dommageable. Je ne peux pas compter le nombre de conférences que j'ai faites ici en Belgique sur la littérature, l'enseignement. Je ne peux pas compter les émissions, je ne peux pas compter les interventions ponctuelles diverses. Je ne peux pas les compter. Mais c'était motivé par le fait que je voulais faire connaître les valeurs intrinsèquement congolaises et qui étaient pour moi des véritables atouts pour ce pays. Dès que je suis arrivé, j'ai été intégré dans ce gros projet qui s'appelait Papier blanc, encre noire. On a publié 2 tomes, plus un supplément, des textes sur l'histoire du Congo dans ses rapports avec la Belgique, et aussi bien à l'époque coloniale que post-coloniale, en tenant compte des arts, du théâtre, de la littérature, de la théologie, des religions. Donc c'était vraiment une véritable somme. Et on a fait une expo aussi, qui a circulé partout en Europe. Et qui se trouve d'ailleurs au Congo actuellement. Elle a été jusqu'à Lubumbashi. Donc
c'est un projet dans lequel j'ai été immergé pendant 2-3 ans, sinon pas plus, sinon plus. Et l'autre aspect, c'était j'ai travaillé sur les contes du Congo, Rwanda, Burundi, l'édit de la nuit. Et j'ai fait résonner les contes congolais dans presque toutes les écoles de toute la Wallonie et aussi à Bruxelles. Et j'ai fait donc énormément de conférences sur la littérature africaine, pour le compte du CEC par exemple et d'autres institutions. Et j'ai écrit tout ce que j'ai écrit, parce que toujours dans ce cadre-là, j'ai fait, mais c'était plus papier blanc, encre noire, mais enfin avec la même instance scientifique, j'ai fait Au pays du fleuve et des grands lacs, qui est une somme appréciable sur l'histoire du Congo, du Rwanda et du Burundi, et qui a apporté des éclairages, non seulement aux Congolais, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi aux Belges, aux Congolais, aux Belges et au monde international qui, finalement, ne comprend pas beaucoup, très bien ce qui se passe en Afrique centrale. Donc j'ai apporté ce travail est quelque chose de vraiment... et quand je dis apporter quelque chose aux Belges, il ne s'agit pas seulement des Belges de la rue, mais même les scientifiques, ceux qui se disaient les spécialistes du Congo et tout ça, ils ont commencé à comprendre. Parce que quand je suis arrivé, un Congolais, c'était juste thésard, étudiant. Mais petit à petit, j'ai pris ma place et les gens ont commencé à comprendre qu'il y avait une expertise congolaise. Mais il a fallu travailler, s'imposer par la rigueur du travail. Bien sûr, on ne travaille pas dans l'abstrait, on travaille dans une institution, dans un projet. Alors, je me suis imposé avec le temps, et je suis content quand même de voir que les Belges, c'était quand même un phénomène assez nouveau, et notamment dans les sciences humaines. Je crois que dans beaucoup de choses qui s'organisent, dans les réflexions qui se font, on ne peut pas ne pas tenir compte de ce que j'ai fait dans le cadre que je viens de décrire. Je n'ai pas cité tous les livres, hein, ce n'est pas une bibliographie, parce que j'ai quand même beaucoup écrit sur le Congo, énormément, parce que la Belgique, c'est le lieu par excellence d'archivage de la mémoire congolaise. Voilà. Et ça, je l'ai compris tout le temps que je suis resté ici. Partout, les intellos, les gens qui font des recherches, tout ça, qui passent leur temps à ce genre de choses, qui demandent aussi une discipline terrible dans la vie. Hein. Ce sont des sacrifices aussi. Bien sûr, personne ne vous a demandé de le faire, mais enfin, si vous vous sentez naître une telle vocation, il y a aussi des sacrifices à consentir. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dansé aussi souvent que j'aurais voulu le faire à Matongé, mais bon, il m'arrivait aussi de fréquenter ces milieux-là et de me rendre compte quand même de la diversité de notre communauté, diversité humaine, diversité de provenance, diversité des préoccupations, et diversité des statuts, parce que c'est pas moi qui ai inventé les sans-papiers, c'est pas moi qui ai inventé les Ngunda, c'est pas moi qui ai inventé toutes ces sous-catégorisations, etc., etc. Je me suis quand même frotté, peut-être pas suffisamment, mais je me suis quand même frotté et je me suis frotté aussi aux intellectuels, qui sont pas toujours les meilleurs. Contrairement à... Parce que l'idée convenue, c'est que les gens, les intellectuels croient qu'ils sont les seuls à avoir le droit de vivre ici. Parce qu'ils ont des diplômes, parce qu'ils peuvent parler français. Mais non, je crois que ces gens-là dont vous parlez ont eu l'audace et l'avantage de nous montrer que la Belgique peut être un espace de vie pour tout le monde. Et ils sont là. Et qu'eux aussi ont droit à vivre ici et à chercher leur bonheur ici. Parce qu'avant, ceux qui venaient ici, on ne va pas refaire l'histoire de la Belgique, mais la Belgique n'a jamais été un lieu de vie, de formation pour les Congolais. Comme la France l'a été sans la sublimer non plus. Hein.
ce qu'elle a été pour ses colonies, etc., etc. Mais la métropole, en fait, elle ne voulait pas. Non, elle a quand même dû se rendre compte qu'il y avait des bons joueurs congolais qui ont commencé à venir. Elle n'a pas formé tellement des gens dans l'enseignement supérieur, etc., etc. Mais aujourd'hui, je crois que ces gens dont vous parlez, les mikilistes, ce que j'aime chez eux, on peut leur reprocher beaucoup de choses. Ils ont triché, etc., etc. Mais non, ils ont montré que non, la Belgique, c'est un espace de vie. Nous, on vient ici pour nous débrouiller et faire vivre le notre pays. Voilà. Quelque part, c'est un combat légitime. Alors, les intellectuels, pour eux, ils étaient dans le schéma. Faire des études, rentrer au pays, avoir un poste de commandement. À partir du moment où ça ne marchait plus, ils sont restés ici. Ils ont même accepté de devenir sans papier parce que, économiquement, le mythe du retour au pays natal ne fonctionnait plus. Et ils se sont rendus que leurs enfants ont grandi, ont fini des études universitaires et qu'eux n'étaient toujours pas devenus ministres, tout ça. Donc ils ont été désillusionnés. L'époque dans laquelle nous sommes maintenant, c'est une époque où, bien sûr, tous les jeunes en Afrique veulent venir ici, c'est dangereux, c'est pas toujours très bon. Mais je crois que si on était seulement entre soi-disant intellos, ça ne serait pas intéressant. Ça ne serait pas intéressant. Ce ne sont pas les intellos qui ouvrent toutes ces petites maisons de coiffure où nous allons quand même solliciter des services pour nous faire beau le week-end. C'est pas les intellos qui vont commencer à coudre les mabayas des Africaines et des autres qui sont ici. Donc tu vois, et parmi ces intellos aussi, il y a aussi intello et intello, hein. Tu as des gens qui font de la politique, tu as des gens qui se voulaient, je ne sais pas moi, professeurs ou quoi, qui n'y sont pas arrivés. Tu as tout. Tu as tout. Et la malhonnêteté, contrairement à ce qu'on raconte, elle est très très bien partagée. Hein. Il n'y a pas que ces jeunes-là qui sont malhonnêtes. Hein. Il faut prendre à rebours tous les discours reçus. Quand vous interrogez les Congolais, même les Belges, le sentiment que vous aurez tout de suite, c'est que les Congolais sont présents en Belgique depuis quelque temps. Hein? On ne s'est pas situé avec exactitude. En réalité, les Congolais, la présence congolaise en Belgique, c'est depuis la fin du 19e siècle. Ça, c'est des choses, des épisodes qu'on a un peu oubliés, parce qu'au début, l'idée était de prendre des jeunes enfants africains, de les initier à ce qu'on appelait la civilisation occidentale, avec C majuscules, de manière qu'ils puissent rentrer au pays et diriger leurs congénères. L'idée n'était pas si mauvaise que ça, mais elle a été interrompue très vite. Mais parmi ces gens-là, par exemple, il y a le cas de Paul Panda, qui lui est arrivé en Belgique en 1900 à 12 ans, et qui a pu faire tous les cursus jusqu'à l'université, et même des études post-universitaires, et travailler au sein de la colonie. Et quand il est rentré ici, il a fait la guerre, la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, il a créé l'Union congolaise en 1919. Quand on regarde, ils avaient 200, 300 membres. Et tous les Congolais qui étaient ici en Belgique n'étaient pas membres de l'Union congolaise de Belgique. Donc, il y avait dans les archives aujourd'hui, dans mes travaux, je me rends compte que la présence congolaise a toujours été, est-ce qu'elle a été occultée sciemment? Je n'en sais rien, mais la présence congolaise est continue, permanente, et là encore, les statuts des gens sont très divers. Tu as les marins qui avaient déserté, qui avaient pris des femmes blanches ici, qui se sont mariées, tu avais des gens, mais il faut dire qu'à l'époque, il leur était interdit à tous ceux qui vivaient avec les femmes blanches de rentrer au Congo. Parce que c'était contre le prestige, c'est comme ça qu'on percevait les choses à l'époque, de l'homme blanc. Donc il leur était interdit de rentrer au Congo. La plupart sont restés ici, ils sont morts d'ailleurs. Donc l'histoire, le travail que j'ai fait sur l'Union congolaise, sur Paul Panda, l'Union congolaise, la plus ancienne association congolaise de Belgique, et la toute première association africaine de ce pays, créée par des Africains, montre bien que les idées reçues que nous avons sur les relations entre la Belgique et le Congo ne sont pas toujours correctes. Il faut les revoir. Comment les revoir? C'est à partir d'un discours scientifique. Il ne s'agit pas
d'inventer des histoires, mais il s'agit de retourner, d'utiliser des méthodes historiques pour faire un travail pédagogique et nous permettre d'avoir une bonne prise de conscience de cette mémoire qui nous permet de comprendre, parce que les problèmes d'hier sont les problèmes d'aujourd'hui. Les sans-papiers, ce n'est pas seulement à la pointe du XXe siècle. Hein. Les sans-papiers, c'était déjà dans l'entre-deux-guerres, il y avait des Congolais, des Africains qui étaient ici sans papier. C'est déjà un problème. Le problème de l'intégration. Ces problèmes-là s'est posé déjà à l'époque. Ces Congolais qui étaient ici et d'autres Africains, parfois ils ne savaient ni lire ni écrire. Le problème du travail, c'est le problème qui s'est posé déjà à l'époque. Les problèmes des nationalités, c'était des problèmes qui se posaient déjà à l'époque. Donc, vraiment, je suis tenté de vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil de l'immigration. Quoique. Et je tiens quand même à dire que cette histoire est très importante parce que les Italiens, ils vous disent très bien que leurs parents sont morts dans les charbonnages, etc., etc. Les Congolais ont travaillé aussi dans les charbonnages. Les Congolais ont participé à l'effort de guerre dès la Belgique sur le sol belge. Les Flamands, hein, ils vous parlent de l'Isère dans le cadre des problèmes belgo-belges. Eh bien, des Congolais sont morts à l'Isère. Lieu par excellence de pèlerinage de la mémoire flamande récupérée par l'extrême droite. J'aimerais un peu que vous disiez aux gens de l'extrême droite, hein, je ne connais pas leur nom, qu'il y a eu des Congolais qui sont morts à l'Isère. Et donc ils arrêtent hein, leur discours sur l'immigration qui consiste à croire qu'on n'a rien à voir, sous prétexte qu'ils sont riches. Mais la richesse là, elle vient d'où? Le port d'Anvers s'est développé de manière, même s'il existait, mais de manière considérable grâce au Congo. Les Congolais sont morts au front de l'Isère. Est-ce que ça ne mérite pas d'être dit de temps en temps? Voilà le rôle, le rôle qui revient aux intellectuels congolais. Mais là, je dois dire quand même que même pour des gens comme nous qui avons l'occasion d'intervenir dans les médias, d'écrire dans les journaux, que nous voulons, parce qu'on sait utiliser. Généralement, quand ils font des débats, ils n'aiment pas trop les gens qui peuvent venir rappeler certaines choses. Hein. Les discours sur l'immigration où j'entends tel réfugié qui dit « Ah, je suis reconnaissant aux habitants de tel village, ils m'ont reconnu, etc. » C'est bien, mais est-ce que c'est ça l'essentiel? L'essentiel quand même, c'est de connaître d'où nous venons et où nous allons. Nous réapproprier notre mémoire. C'est en ce moment-là que nous pouvons avoir un discours cohérent et crédible. Vous avez évoqué le problème des personnes sans papier ici dans les années 40. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce problème et celui des sans papier aujourd'hui? Et surtout savoir si, à l'époque, ce problème a été résolu ou ce problème est resté latent comme on le voit aujourd'hui. Oui, c'était dans la période de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre l'armistice 1918 et, bon, je dirais globalement jusqu'en 1945, enfin même au-delà. Oui, il y avait des sans-papiers et ils étaient très nombreux, et notamment des Congolais. Et ça posait d'énormes problèmes parce que, pour trouver du travail, il fallait avoir une certaine formation professionnelle, même élémentaire. Il y en avait qui n'avaient pas cette formation professionnelle. Il y avait beaucoup d'illettrisme entre eux. Ce que Panda a constaté avec beaucoup d'amertume, c'est que la plupart de ses compagnons, ces vétérans de la Première Guerre, de la Grande Guerre, pour ne pas dire la Grande Boucherie, ne savaient ni lire ni écrire. Alors, quelle était la solution qui a été préconisée? Lui a demandé des subsides. C'est pour ça qu'il a créé, l'une de ses motivations pour créer l'Union congolaise, c'était de demander, il a demandé aux autorités belges d'organiser et de financer, de subsidier des cours pour ces Congolais-là. Et la première école pour ces Congolais, qu'il fallait sortir de l'illettrisme. Vous voyez, dans cette société, quand vous ne savez ni lire ni écrire, c'est que ça peut poser comme problème. La commune de Marchienne, près de Charleroi, a été la première à répondre positivement parce qu'il y avait beaucoup de Congolais dans la province Carolo là-bas qui
travaillaient dans les charbonnages notamment et dans d'autres industries. Donc la commune a été sensible et a donné une partie des subsides. Une autre partie est venue du ministère des colonies à la demande de Paul Panda. Je tiens à souligner ça parce que c'est lui qui a pris sur lui ce combat-là. Il a obtenu des subsides de manière qu'on a pu engager des instituteurs, des professeurs pour s'occuper de ces Congolais. Et lui-même était un des professeurs, il s'est chargé de quelques cours. Mais il y avait 2 instituteurs belges qui s'occupaient spécifiquement. Et j'ai lu les rapports à ces sujets. Ils étaient étonnés parce que la soif d'apprendre de ces gens était telle. Ils comprenaient que dans cette société, ils n'avaient aucune chance tant qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Non, ils ont fait les inspecteurs sont allés là-bas vérifier un peu. Non, ils ont fait des progrès foudroyants. Mais quand ils ont su un peu lire et écrire, ils voulaient un peu aller plus loin, apprendre un métier. Là, on ne voulait plus financer cette école-là. Le ministère ne voulait plus parce qu'on ne voulait pas former des Congolais dépassant un certain niveau ici. Ici même en Belgique. Donc ça, c'était quand même un problème. Panda, lui, aurait voulu qu'il leur soit appliqué la politique qui était réservée aux étudiants chinois. Il y a eu beaucoup de Chinois ici en Belgique avant la révolution de Mao qui venaient, comme les Japonais à l'époque, acquérir la science occidentale. Et ils étaient à l'Université du Travail à Tournai, à Charleroi notamment. Et Panda voulait que ses compagnons soient intégrés dans ces cours-là. Et qu'après cette formation solide, ils puissent rentrer au Congo. Mais évidemment, au Congo, les postes d'un certain niveau dans les industries étaient réservés aux Blancs. Donc on ne voulait pas former des Congolais pour ça. Donc vous comprenez, il y a eu... Alors, en ce qui concerne le séjour de ces gens-là, on les aidait, parce qu'il s'est posé quand même des problèmes. Tel Congolais sans papier a fait un enfant avec sa compagne blanche. Qu'est-ce qu'on va faire de l'enfant? Faut-il l'inscrire à la commune ou pas? Hein, je connais même une histoire, un Congolais, il va à la commune, il donne à l'enfant son nom africain. Ça posait des problèmes alors qu'il n'était pas marié avec sa compagne. Donc il y avait vraiment des problèmes. Et finalement, je crois que il y a eu une sorte des espèces de régularisation qui ne disaient pas leur nom, quoi. Déjà à cette époque-là, donc on les a tolérés. On les a tolérés. Ceux qui étaient mariés sont devenus belges ou ont pu séjourner grâce à leur femme. D'autres, on les tolérait, mais ils étaient là, mais sans un statut. La nationalité congolaise même n'existait pas. Donc c'était quand même assez difficile. Hein. Ouais. Et pour le travail, ça c'est un aspect, ça a échoué puisque ces gens réclamaient quand même, voulaient travailler. Ils n'ont jamais pu réellement, sauf quelques cas exceptionnels, s'intégrer. Et alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Commerce ambulant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des carabouillas. Ce sont des bonbons là, que des Noirs sans travail faisaient ici en Belgique, hein, qui est même une marque. Ici à Scarbeck, il y a une famille qui le faisait. Bon, c'est devenu une marque presque déposée. Mais c'était des carabouillas, c'était les Africains, des commerçants ambulants, des gens qui devaient vraiment se rattraper sur des petits boulots pour vivre. Et il y en a beaucoup qui sont morts dans ces conditions-là. Donc ce n'était vraiment pas la joie. Vous savez, le magazine Tam Tam, qui essaye de diffuser les informations concernant la communauté africaine de Belgique, une fois a fait une annonce comme quoi ils avaient un projet concernant les archives. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, enfin, ils ne sont pas les seuls à le penser, mais voilà une bonne initiative, et d'autant plus intéressante qu'elle ne peut aboutir que si on tisse autour d'elle des synergies. Parce que c'est un travail colossal, hein. Il faut filmer, photographier, microfilmer, etc., etc. Ça demande une démarche planifiée, ça demande l'utilisation des outils modernes de travail que nous avons à disposition. Ça demande aussi le soutien des Africains. Si le soutien reste verbal, on n'y arrivera pas. Parce que votre mémoire collective, c'est la chose elle intéresse au premier chef vous-même. Hein?
Donc il faut que les Africains comprennent que s'ils veulent que les Juifs ont la communauté juive a toujours ses archives, ses musées. Pourquoi est-ce que la communauté congolaise en Belgique, avec cette histoire déjà très longue, n'aurait pas un jour son musée virtuel ou physique ici en Belgique, sur lequel on aurait l'essentiel de l'information sur notre parcours. D'où l'idée donc de la visite. Ah oui, oui, bon, mais il faut aussi travailler avec des hommes de culture, des hommes des scientifiques, des historiens, des hommes de culture qui peuvent donner une résonance, qui peuvent donner une valeur symbolique à cette démarche qui est nécessaire non seulement pour la communauté ici, mais c'est aussi très important pour notre pays. Voilà. Parce que l'histoire de la Belgique et du Congo sont imbriquées. Il n'y a rien au Congo qu'on pourrait comprendre aujourd'hui sans remonter beaucoup plus loin. Donc, et si nous on le fait ici, ça risque d'avoir une très grande valeur ajoutée et ça peut susciter des démarches similaires au Congo. Et ces démarches-là, il ne faut pas les attendre du gouvernement. Il faut les attendre des initiatives à petite échelle, communautaires et associatives au Congo. Voilà. Donc tout ce qu'on fait ici qui est exemplatif peut avoir des retombées très heureuses et les Congolais pourraient avoir accès et ils pourraient aussi faire le même travail là-bas au Congo. Je ne sais pas si on doit être en phase avec les intellectuels qui sont restés au pays ou vice-versa. Ce que je sais, c'est que quand j'écris mes articles, même les gens qui sont au Congo souvent trouvent que j'ai souvent des bonnes intuitions et non seulement des bonnes intuitions, mais des analyses originales, mais basées évidemment sur une lecture historique assez pointue de l'histoire du pays. Donc ça, c'est pas un problème. Ils lisent mes travaux, ils réagissent et je n'ai pas beaucoup entendu dire que j'étais déconnecté. Bon, je suis quand même allé au Congo aussi. Je suis quand même allé au Congo et je me suis rendu compte à quel point ce que je faisais ici était utile pour le pays. Et j'ai fait des choses dans le domaine culturel avec les associations du Congo, de Kinshasa. Hein, il y a le CIEJ, donc, qui est un centre qui s'occupe de l'intégration des jeunes, avec lequel on fait beaucoup de choses, et notamment en matière culturelle. L'anthologie que j'ai faite sur le Congo, sur la poésie congolaise, eh ben, je ne sais pas si le simple fait d'être au Congo, j'aurais mieux fait. Je crois que je l'ai même mieux fait ici parce que j'ai accès à beaucoup plus d'archives que les chercheurs qui sont là-bas. Donc, vous voyez, ça me permet de penser que je suis quand même dans le bon endroit, mais je ne suis pas en train de dire aux gens, voilà ce que vous devez faire pour sortir le... Non, ça, c'est pas mon rôle, c'est pas ce que j'ai dit. Là, si je disais ça, j'aurais tout faux, mais je veux dire, un intellectuel, c'est quelqu'un qui a le sens de l'histoire. On ne lui demande pas d'être historien, hein, mais d'avoir le sens de l'histoire. Et ça manque quand même beaucoup à notre intelligence. Chaque génération ne va pas produire des historiens ou des intellectuels de même format. Hein, Moutimbe, vous n'en avez pas 10 à chaque génération. Ce sont des gens qui reviennent peut-être tous les 50 ans. Ndayouel Nziem est un très bon historien, est un excellent historien qui a fait un travail monumental que d'autres sont appelés à compléter. Alors, on aurait pu avoir un peu plus de travaux historiques. Il y a deux raisons. Il y a beaucoup de thèses qui sont faites, mais qui n'ont pas la chance d'être publiées. Deux, l'utilisation que le Congolais fait du savoir pose problème. Est-ce que les gens comprennent que les thèses qu'ils rédigent, les recherches qu'ils mènent pendant de longues années, sont des outils de changement pour leur société, ou bien c'est seulement pour la galerie devenir ministre, devenir... Ça, il y a le problème de l'utilisation du savoir, qui est quand même un réel problème dans notre pays.